Euh, donc pour finir la journée, on va organiser une petite table ronde donc pour faire dialoguer ensemble nos intervenants, qu'on remercie encore chaleureusement de leur belle présentation. Donc cette table ronde va être animée par Yannick Milou, qui est donc le directeur artistique du FRAC Cartothèque Nouvelle-Aquitaine. Yannick, je te laisse la parole. Merci Arnaud. Bonjour à tous. On a entendu beaucoup de choses de qualité et beaucoup de choses différentes dans cette journée. Je veux juste rappeler une chose qui m'a semblé aussi très intéressante tout à fait ce matin quand Alain Doré nous a un peu introduit la journée. Il a parlé effectivement de quelques œuvres qui sont présentées dans le hall. Et j'avoue que j'ai vraiment hâte de parcourir l'exposition avec vous, parce qu'au fond, on a parlé de la couleur et dans ses différentes acceptions aujourd'hui, mais finalement, on a parlé devant des images, des reproductions de plus ou moins bonne qualité. Enfin, et je crois que peut-être on va, en ayant les vraies œuvres qui sont exposées devant les yeux tout à l'heure, nos jugements vont peut-être être un peu différents. Alors, les choses étant très diverses, j'avoue que j'ai pris quelques notes, mais assez vite j'ai décroché un peu parfois. Il m'a semblé qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui pouvaient être, faire l'objet d'un débat, à savoir par rapport à ce que disait Arnaud ce matin, lorsqu'il citait par exemple Walter Benjamin, qui avait dit que la couleur était la concentration de la surface. Arnaud a rajouté que fait la couleur et comment est faite la couleur. On a parlé plusieurs fois de cette façon de travailler que certains ou certaines d'entre vous avaient, mais j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de précision encore. J'aimerais bien, par exemple, Sandrine, que vous reveniez sur cette expression que vous avez plusieurs fois employée, je peins dans le noir. Est-ce que vous pouvez juste nous détailler encore un petit peu plus ça, parce que je suis pas tout à fait sûr d'avoir tout compris. Alors, je peins pas toujours dans le noir. Je peins parfois dans le noir, ça m'est arrivé, disons. Comme je vous l'ai expliqué ce matin, j'ai le noir au sens métaphorique et au sens réel. C'est pas tout à fait dans le noir parce que j'ai besoin quand même un peu de lumière pour peindre. Je peins pas complètement à l'aveugle, mais il se trouve que j'utilise de la projection et que par moment j'ai besoin de reproduire ce que mon vidéoprojecteur projette. Et donc je n'allume pas la lumière du plafond, ni j'utilise pas non plus la lumière du jour. Donc il y a une partie qui se fait un petit peu à l'aveugle, et c'est pour ça que je parlais de mon goût pour la surprise au moment où je rallume la lumière. Voilà, et des fois il y a des surprises et des fois des bonnes surprises, des fois il faut retravailler aussi. Ça voudrait dire qu'il y a quand même donc du coup à chaque fois une sorte d'expérience et que du coup toujours oui. Votre pratique est quelque part un petit peu empirique alors du coup ? Elle est complètement empirique. Oui, ça veut dire qu'au bout d'un moment vous savez comment faire un jaune très lumineux, un vert strident. J'imagine qu'il y a une petite expérience qui émerge quand on travaille longtemps et depuis plusieurs années, mais il n'y a pas de recette. Enfin, il faut recommencer quand même. Je ne peux pas dire que... Oui, il y a un certain savoir-faire qui se développe comme toute personne qui fait longtemps la même chose. Et est-ce que ça veut dire que si vous changez par exemple l'éclairage de votre atelier, si vous mettez des néons, si vous mettez des LED, si vous mettez je ne sais quelle autre source de lumière électrique, les choses vont apparaître différemment ? Oui, elles vont apparaître différemment, mais je travaille qu'en lumière du jour, à part quand je suis dans le noir. Je n'aime pas du tout travailler avec la lumière artificielle et je déteste travailler dans la nuit parce que je ne vois pas les couleurs. Donc je travaille qu'en lumière du jour. Et j'aimerais bien demander la même chose à Francis, parce que finalement, le transfert, vous l'avez un peu expliqué, vous le faites à l'œil et votre œil n'est pas forcément exact. Mais comment vous procédez concrètement ?
Alors moi je travaille essentiellement à la lumière naturelle. J'ai la chance d'avoir un atelier Lumière du Nord, donc qui est assez parfait pour ça. Et puis de trouver les bons créneaux horaires, mais j'utilise vraiment presque jamais la lumière artificielle. Et alors cette notion de surprise dont parlait Sandrine, ou même aussi Thierry lorsqu'il parlait de la manière dont Marthe Véry remettait un petit peu en question ses expériences passées pour refaire quelque chose d'un peu nouveau, est-ce que ça a une importance aussi pour vous, cette question de surprise et d'être le premier à découvrir quelque chose de nouveau peut-être? Alors ça, je ne sais pas, mais souvent, par exemple, lorsque je mélange, c'est souvent la goutte à laquelle je ne pense pas qui va me donner la bonne direction. C'est que si je me réfère un peu au cercle chromatique, j'obtiens quand même de meilleures couleurs si je mets une goutte de complémentaire. Si je mets un peu de violet dans le jaune, mon jaune sera meilleur réellement. Et mais parfois, lorsque je dois chercher des couleurs que je ne connais pas, c'est souvent aussi vraiment celle à laquelle je ne pense pas qui va me donner le meilleur résultat. Par exemple, je sais pas, dans les verts olives, il y a certaines qualités de orange qui vont rendre le vert olive plus étonnant, plus attrayant. Oui. Et entre le moment où vous appliquez la couleur et le moment où l'œuvre est sèche, il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe ou pas? Alors je procède aussi par échantillonnage, donc je cherche la couleur avant sur des petites cartes. Donc je laisse sécher pour que le résultat soit le plus fidèle possible au moment où je peins le tableau. Ouais. Et vous travaillez à l'acrylique? Oui, essentiellement, oui. Et Sandrine à l'huile et à l'acrylique? Non, je travaille qu'à l'acrylique. Qu'à l'acrylique. Qu'à l'acrylique, mais sur les calques polyester au recto et au verso. Oui. D'accord. Donc l'acrylique reste brillante au recto, mais par contre devient mat au verso, c'est ça? C'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la peinture à travers le polyester, elle est brillante. Et quand elle est vers nous, de notre côté, elle est mate. Elle est mate, d'accord. J'ai aussi été marqué, Sandrine, par une formule que vous avez utilisée, je crois que c'était notamment lorsque vous parliez du tableau de points flous, où vous parliez de l'apparition de choses qu'on n'a pas cherchées. Ça, c'est quelque chose qui vous mobilise un petit peu, c'est-à-dire que pour faire un tableau, vous réunissez les conditions de manière à ce que quelque chose apparaisse qui n'était pas prévu? Oui, je pense même que c'est pour ça que je fais de la peinture. Mais alors, comment vous faites avec l'empirique, avec l'expérience que vous avez faite auparavant, que vous avez peut-être remarqué que les peintures sont assez différentes. Oui. Donc, l'expérience que j'acquiers, elle est valable pour le moment de la peinture que je travaille, mais ensuite, il faut tout recommencer. Donc, je ne peux pas dire que j'ai acquis un savoir-faire que je vais mettre en œuvre dans une autre peinture, absolument pas. C'est justement un recommencement et c'est ça qui m'intéresse dans la pratique de la peinture. Il n'y a pas de systématisation. En tout cas, j'essaye que ce ne soit pas le cas. Et alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué. À un moment donné, vous avez insisté assez fort sur le fait que pour un tableau que vous vouliez, où vous vouliez rendre une impression de fluidité plutôt verticale, et par contre, vous aviez une hantise, c'est qu'il y ait des coulures. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais au fond, entre couleur et coulure, il n'y a aucune différence, simplement l'ordre des lettres, quoi. Oui, je ne sais pas quoi répondre à ça. Disons qu'en fait, la coulure fait que le regard va s'arrêter dessus. Et mon idée, c'est que le regard balaye la surface du format, que le regard circule sur le format. Donc la coulure fait qu'on va bloquer à un certain moment, et c'est ça que j'évite. Il y a une chose dont j'ai pas trop parlé par rapport à cette toile-là, c'est que je retourne le tableau pour que ça coule dans les deux sens. Donc il faut que je travaille très vite
Et des fois, je remouille le tableau parce que sinon, des fois, là, ça coule pas jusqu'au bout. Donc, il apparaît des coulures qui m'intéressent pas. Et donc, je remouille et je retourne le tableau. Et des fois, je retourne le tableau plusieurs fois pour que ça goûte comme ça, de manière homogène. D'ailleurs, tous les deux, vous avez parlé de ça aussi, de la peinture qui coule et qui goûte et la peinture gouttière. Et je pense qu'on en a parlé tous les trois finalement, de ça. La peinture gouttière, c'est une technique de soulage autour de 67-68. Au musée, il y a d'ailleurs c'est bizarre parce que c'est des peintures bleues, en fait, bleu très foncé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Chantal Thomas, elle trouve, pour elle, quand on lui parle du côté charnel, pour savoir ce qu'elle fait, hein, je veux dire, et donc le bleu, ça c'est sûr, il y a le bleu, quoi. Et le bleu de soulage, que moi j'appelle bleu réflexe, mais ça veut strictement rien dire, moi je l'appelle bleu réflexe, comme je l'appellerais bleu pétrole, parce qu'un jour, c'est vrai que parler des couleurs, c'est un peu comme parler du pinard, quoi. Ça donne envie de les voir après, quoi. Et donc, et de le boire ensuite. Mais c'est difficile de décrire des couleurs, quoi. Alors, il n'y a que les peintres qui parfois peuvent parler des couleurs qu'ils utilisent, mais les couleurs chez Soulages, c'est assez rare, sauf effectivement cette période-là. Et puis les premiers, certains des peintures qui faisaient à l'encre, peintures sur papier qui faisaient à l'encre d'imprimerie, ils récupéraient de l'encre d'imprimerie parce que cette encre est noire et très grasse, et ils faisaient un petit peu couler. Mais par contre, ça n'a pas du tout... je veux dire, si on dit à Soulages qu'il est gestuel, ça le rend fou, quoi. Parce que chez Soulages, il y a un côté quand même très... Les Américains, d'ailleurs, sont persuadés qu'il est protestant. Dans les années 50, 60, ils sont persuadés qu'il est protestant parce que c'est noir et c'est brun. Et en fait, c'est Holbein. Holbein. C'est les portraits d'Holbein, c'est tout ça. Et c'est extrêmement rigoureux quand même, c'est assez rigoureux. Et parfois, même les taches dans des œuvres de Soulages, quand on voit des taches, ça peut arriver, mais on a l'impression que c'était des calcomanies. C'est-à-dire c'est des taches qui restent très pondérées, très... Ça dégouline pas, comme dans les œuvres de, je sais pas, de Camille Brienne ou évidemment de Mathieu, quoi. C'est curieux. Pas du tout. Il est ultra... Enfin, je veux dire, il a une éducation à Rodez, une éducation très catholique, etc. Mais, comment dire... c'est un truc bizarre, quoi. Et c'est pour ça que les Américains aimaient Soulages, à cause justement de ce côté... D'abord, il n'est pas all-over, ça tient dans le cadre. Et puis, ce côté des nuanciers de couleurs, pas du gris, mais du noir, et une forme de marron, un peu consistance de cuir. Et en fait, quand on regarde, effectivement, les galeries de portraits de Holbein, c'est un peu ça. Et c'est curieux, quoi. Voilà. Je ne peux pas apporter plus d'explications à ça, si ce n'est constatation, quoi. Est-ce que je peux réagir à ce que vous dites? Vous dites que Soulages se met en colère quand on dit qu'il est gestuel, mais je ne comprends pas trop pourquoi, parce que la gestualité en peinture, la première idée qu'on a, évidemment, ça va être peut-être l'école de Paris, la gestualité lyrique et tout, mais en réalité pas du tout. Gratter avec un racloir, c'est un geste, griffonner, c'est un geste, faire couler de la peinture, c'est un geste, retourner un tableau, c'est un geste. C'est pas la gestuelle romantique et lyrique, mais je vois pas pourquoi il s'énerve. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'il faut remettre en contexte des années 50. De la guerre, une véritable guerre. Il faut relire les choses de, par exemple, Charles Estienne, Michel Ragon. Je suis bien intéressé à Michel Ragon et tout ça. Oui, Tapier, qui est de chez moi aussi, qui est de l'Aveyron. Et en fait, Soulages, si on veut comprendre la psychologie du Soulages, c'est un autonome. Un autonome au sens presque politique, c'est-à-dire qu'en réalité, Soulages, par exemple, en 46, il commence juste, il a une galerie, mais à côté de ça, il vend. Tous les galeristes de Soulages vous diront que voilà, donc c'est effectivement, il y a une part de gestualité. Disons que chez Soulages, moi je parle du geste contrôlé. Voilà.
c'est plus conforme, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, aller de Mathieu à Basquiat, la psychologie, la sismographie de l'âme, elle se produit sur le tableau lui-même, avec parfois de la musique, etc. Soulage pas du tout, il n'y a jamais de musique chez lui, il parle de musique, mais je sais ce qu'il aime, mais il écoute très peu de musique. Et chez Soulage, c'est le geste, à un moment donné, c'est un peu le geste de l'artisan, dans le fond. C'est un geste, qu'à un moment donné, il sait l'arrêter au bon moment, et le recommencer, et l'arrêter, et le recommencer, et l'arrêter. Quand il est sûr que c'est bien, il garde. Voilà. Il dit toujours que artisan, évidemment, on le sait tous, mais artisan, artiste, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un artisan absolument très très doué, etc. Mais bon, il fait une paire de chaussures, et qu'une paire de chaussures, ça doit servir à quelque chose. Chez le peintre, il y a un truc en plus qui est effectivement la réitération du geste, la science de la main. Dans le musée, par exemple, on a une photographie des mains de Soulage, c'est assez hallucinant, c'est un truc incroyable. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, il faut comprendre que la génération de ces peintres, dans les années 50 et 60, c'est la guerre. Mais c'est vrai, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre, quoi. Je veux dire, ce que je disais, c'est très très bizarre. Donc lui, il ne veut pas qu'il soit gestuel, qui est bien évidemment, il y a une forme de gestualité. Il dit toujours, ma peinture, c'est du temps encapsulé dans de l'espace. Donc c'est genre tout, on l'a dit tout à l'heure, au même moment, qu'est-ce que ça produit, la différence entre la musique et la durée, et puis le tableau, quoi. Mais moi, je rigole un peu de tout ça, effectivement, parce que je connais un peu le contexte. Et puis, en plus, bon... et puis, il y a aussi un autre truc qui est important, mais ça, on peut le dire, mais difficile de l'écrire encore pour le moment, bien que c'est déjà été écrit, c'est qu'au moment où Soulage commence, il y a deux vieux qui tiennent le haut du pavé, c'est Schneider et c'est Hartung. Schneider, il est né en 1897, Gérard Schneider, et Hartung, il est né en 1909 ou 1910. Et ils sont là, ils dominent le monde de la peinture, et en particulier Hartung, qui est très très proche de Soulage, qui lui est censé être gestuel. Lui, il est censé être gestuel, parce que maintenant on sait qu'il faisait sa peinture au carré et qu'il agrandissait. Mais il revendiquait une gestualité qui était une gestualité presque de délégation. Alors ceux qui étaient vraiment gestuels, bon, bah, je sais pas, Mathieu, c'est un type absolument incroyable, un drap de lit, c'est vrai, un drap de lit, lui habillé en du Guesclin, et puis 2 heures devant lui, parce qu'il y a le temps, hein, et puis il faisait la bataille de Bouvines. Ça, c'est de la gestualité, mais c'est toutes les luttes qui existent dans les années 50 au niveau de la critique. Oui, je voudrais vous demander de confirmer si vous pensez que c'est exact ou non, mais je pense que quand Soulage refuse le label de peinture gestuelle, c'est précisément parce que c'est un label, parce que c'est une catégorie qui l'enferme, et que la lutte dont vous parliez, c'était entre peinture gestuelle, encore appelée abstraction lyrique, encore appelée tachisme, contre la peinture géométrique que défendait Denise René et compagnie. Et un type comme Soulage, à mon avis, a essayé dès le départ d'échapper à cette dichotomie. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Je me trompe tout à fait. Non. Vous vous trompez pas du tout. C'est que c'est un truc, c'est un combat de petits soldats. Et en fait, moi, je veux dire, en travaillant sur Soulage, j'ai trouvé des trucs absolument fantastiques. Je crois qu'il a le numéro 2 ou le numéro 3 de La main à plume. Alors pour La main à plume, ce sont les surréalistes de résistance pendant la guerre, c'est à Toulouse. Et donc, Soulage, il expose avec des gens comme Édouard Jager, le groupe Phase, il expose aux réalités nouvelles. Je veux dire, bon, après, les réalités nouvelles, c'est censé être la peinture géométrique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc en fait, Soulage ne veut absolument pas être catégorisé. Voilà, je crois que c'est ça le truc. Mais en réalité, c'est vrai, il y a un peu de gestualité dans l'œuvre de Soulage. C'est pas si simple que ça. Puis comme je le dis, bah,
on n'invente rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un peintre, il arrive à maturité, et qu'on peut même dire, quand on va au musée, par exemple, les premières œuvres de Soulages, il y a un côté un peu expressionniste, cette espèce de post-cubiste expressionniste qui ferait penser même à des films de Murnau, des choses comme ça, avec une traversée, voilà. Et Thierry, quand vous avez parlé de Marthe Véry, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la longue description que vous avez faite de Marthe travaillant sur ces 2 tableaux. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper précis. Enfin, on y était, quoi. Enfin, on y était vraiment. Oui, voilà, mais du coup, nous aussi, grâce à vous. Et vous avez parlé de quelque chose que j'ai retenu, une formule que j'ai retenue. Vous parliez à son sujet d'un effet de surprise, enfin d'une surprise à laquelle elle voulait assister à chacune de ces nouvelles trouvailles, mais une surprise qui serait transmissible. Donc j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour transmettre une surprise ? Malheureusement, il faudrait le demander à l'artiste, et je suis même pas sûr qu'elle pourrait vous répondre. Elle pourra seulement vous dire, cette fois-ci, ça y est. Mais la surprise a marché. Je me souviens que quand je l'observais au travail et qu'elle me parlait et qu'elle me disait, tu vois la peinture ici, ça devient trop élégant, je ne peux pas supporter ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, elle met le doigt dans la peinture, et quand on met le doigt dans la peinture, on brise la tension superficielle du liquide, et donc le liquide se répand un peu plus loin. Et ce qu'elle appelait un œil, c'est quand vous versez de la peinture, c'est comme, je ne sais pas moi, de la sauce caramel, quoi. Ça se met tout autour, et puis il y a un œil au milieu, il y a un endroit sans peinture. Il y a une réserve, c'est ça. Et alors, ça se résorbe petit à petit, et soit elle l'accepte, soit elle ne l'accepte pas, soit elle intervient. Comme je disais, sa couleur est en liberté surveillée, quand même. Donc il y a, oui, je laisse faire le matériau à sa guise, mais en même temps, je le contrôle. Et c'est cette dialectique entre aimer être surpris par ce qu'on fait en tant qu'artiste et quand même assumer l'autorité sur ce qu'on fait, cette dialectique existe pour tous les artistes. Mais il y a des artistes qui veulent plus de contrôle et d'autres qui en veulent moins. Ça, c'est évident. On pourrait peut-être poser la question à Francis, justement, de ça, de cette surprise possible. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je contrôle à peu près tous les paramètres, et vraiment, je pense qu'une des rares expériences picturales que j'ai pu faire, normalement, je peins sur de la toile. Donc, évidemment, je peins plusieurs couches, mais la toile est toujours présente. Et à un moment donné, j'ai dû un peu trop charger mon tableau, donc je me suis mis à peindre sur la peinture. Alors j'ai remarqué que le pinceau glissait différemment sur la peinture. Donc ça, c'était inhabituel pour moi parce que je n'avais pas réussi à faire un aplat comme je le souhaitais. Mais j'ai aimé cette expérience de tout à coup peindre sur la peinture. Et au final, le tableau est bon, mais je préfère peindre sur la toile. C'est que je préfère quand même... Je contrôle plus en peignant la toile. Prêté quand même pour le coup. Oui, qui est apprêté, et je vais jusqu'à 6 couches, mais au-delà, je pense 8 couches, on commence à peindre sur la peinture, plutôt que peindre sur la toile, je pense. Je n'ai pas souhaité réitérer cette expérience, parce qu'en même temps, il y avait beaucoup de tensions, même nerveuses, donc psychologiquement, en fait, j'évite un peu ces choses, je préfère peindre de manière relaxée. Il y a des peintres qui sablent leur toile entre 2 couches pour éviter de peindre sur la peinture, justement, non ? Oui, c'est vrai, on peut poncer. J'ai jamais fait ça parce qu'on justement on détruit le grainage du coton. Cotton duck, c'est super beau, quoi. C'est coton américain, c'est fait pour les voiles de bateau, mais c'est déjà de l'artisanat, c'est tissé. Enfin, donc c'est quelque chose que j'ai envie de respecter le plus possible. Donc je tends les toiles, la trame de la toile, elle est parallèle au tableau, il n'y a pas de vague. Enfin, parfois, c'est inévitable, mais j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague. Le dos de mes tableaux, je coupe au fil la toile. Hein.
je fais pas des franges. Voilà, mais d'où peuvent venir éventuellement les surprises? Alors, c'est par exemple de trouver l'origine de cette pochette de New Order chez Despero, par exemple. C'est ce type de surprise-là qui... Ça, c'est des surprises, mais alors plutôt cérébrales, mais néanmoins des surprises esthétiques, elles sont présentes, parce que, évidemment, un tableau dans un atelier, il a une présence. Donc mais j'essaye pas d'organiser cet effet de surprise, vraiment. Mais à la fin, un tableau, s'il est présent, c'est déjà en soi une très bonne surprise. S'il remplit son espace, s'il capte un peu de lumière. Justement, c'est juste pour rebondir, est-ce que du coup, tu es à même de faire une couleur que tu n'aimes pas? Ah, mais moi, il n'y a pas de couleur que j'aime pas, vraiment. Donc du coup, là, ça arrive, toutes les couleurs qui sont dans un logo, Oui. tu les reçois comme des bonnes couleurs. Oui, absolument. Il n'y a pas de choix esthétique. Non, mais à la limite, si je pouvais soupçonner que j'aimerais pas trop cette couleur, ça va encore plus m'inciter à la peindre. Hein. Évidemment, j'ai des a priori comme tout le monde, mais pourquoi j'aimerais pas une couleur? Enfin, vraiment, c'est plutôt la question que je me pose. Pourquoi j'aimerais pas une couleur? Oui, oui. Mais Francis, moi je voulais vous demander, vous dites qu'il n'y a pas de couleur que j'aime pas, mais il y a certainement des combinaisons de couleurs que vous n'aimez pas. Parce qu'on voit bien que c'est travaillé, les combinaisons de couleurs. Oui, mais... Ce sont des... Je risquerais même de dire que ce sont des harmonies. Voilà. Mais j'aime aussi la saturation, donc je peux aussi trouver une forme d'épanouissement dans la saturation, dans le... Est-ce que vous trouvez une satisfaction particulière à obtenir l'effet de superposition quand il y a deux couleurs qui s'enjambent et que la partie superposée donne l'impression d'une transparence d'une couleur sur l'autre? Il y a certains de vos tableaux qui donnent cet effet. Oui. C'est cherché. Ou bien c'est l'effet du graphiste originel? Non, alors ça effectivement, c'est peut-être comme ça que j'apprends un peu des rudiments de la peinture. Mais oui, mais ça c'est un peu du picturalisme. Enfin, c'est peut-être, c'est pas si naturel. C'est que je pense la couleur ou la peinture en tant que filtre plus qu'en tant que... Donc là, j'ai l'impression que je pose un filtre simplement sur d'autres couleurs, mais... Oui. Si vous voulez vous mitridatiser par rapport à la couleur, un peu folle, je vous engage à regarder les bouquins et les catalogues de Peter Saul. Là, alors là, justement, ça pose la question justement des accords de couleurs, des désaccords, des couleurs stridentes, etc. Et en fait, on finit par plus avoir on n'a plus de règles, dans le fond, parce que c'est toujours cette histoire d'accorder des couleurs, etc. Moi, j'ai toujours eu un petit peu des doutes par rapport à ça, en fait. Mais Peter Saul, pour ça, c'est absolument formidable, quoi. Alors là, il y a des couleurs, il y en a plein. En plus, il y a du Day-Glow, qui est une peinture fluo, et tout ça, c'est incroyable, quoi. Peter Saul, S-A-U-L. Bah, et c'est surtout un compagnon de route des Freak Brothers. Donc c'est Zap Magazine, la côte californienne dans les années 60. Et puis c'est Fritz the Cat, c'est comment il s'appelle Robert Crumb. Il a appris la peinture avec à la fois le pop et puis ça. Donc il y a des couleurs qui sont complètement débridées, quoi. C'est assez très prégnant quand on les
les années 20-30 gagné sa vie. J'ai oublié son nom, qui a beaucoup influencé Peter Saul. Et, parce qu'on connaît toujours l'homme avec les fourches, là, comment il s'appelle je ne sais plus qui est cet artiste, enfin qu'importe. Comment Wood. Mais il y a un autre artiste absolument hallucinant qui a beaucoup, dans le mauvais goût, justement, le kitsch, etc., que c'était pas voulu. Et à la fois, c'est extrêmement impressionnant, ces peintures. Et donc, il fait partie de ces gens-là qui ont formé la génération de Peter Saul. Mais j'ai oublié le nom de ce gars, il est très connu. Hein, Bon, je me demande si les étudiants sont pas un peu perdus dans ce débat d'experts et d'historiens, parce que bon, ces noms vous disent peut-être rien, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'il faut effectivement... Peut-être qu'il faut ouvrir à la salle les questions, oui. Non et on devrait avoir un micro qui circule. Arnaud, je peux vous donner un micro pour qu'il... Enfin non, voilà. J'aimerais revenir sur... Est-ce que ça peut... J'ose vous demander de tomber le masque pendant que vous parlez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait un filtre qui bloque le son. En fait, j'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dit. Alors, je ne sais pas si je vais exactement dire les mots, mais vous avez dit... Avant, ce qui a caractérisé ce que vous avez appelé la modernité, c'est qu'à partir d'un moment, on a fait des tableaux plus par rapport aux personnes qui vont avoir le tableau, enfin par rapport au public qui va voir le tableau. Et moi, du coup, vous avez émis l'idée que la modernité ne se préoccupait plus forcément de faire l'œuvre par rapport au public qui va la voir. Et je voulais vous demander si maintenant, après cette modernité, enfin en tout cas après cette période forte, est-ce que maintenant, contemporainement, vous ne trouvez pas qu'il y a un retour à cette idée de faire un type d'œuvre pour plaire au public qui va voir? C'est une très bonne question et très complexe et qui demande non seulement une réponse historique mais un jugement. Je vais commencer par le jugement et chacun est libre du sien. Le mien, c'est de dire si c'est comme ça, vous êtes foutus. Si vous peignez pour un public particulier, oui, vous réussirez à toucher un public particulier, mais vous ne serez jamais un grand artiste. Bam! Ça, c'est mon opinion à moi. Alors, est-ce que ça veut dire que je soutiens que la peinture est universelle, l'art est universel, etc. Les grands mots, je dirais universel dans la mesure où on ne sait pas pour qui on peint. Et par conséquent, quand on peint pour n'importe qui, on peint pour tout le monde. Mais simplement, comme je disais dans mon exposé, on ne touche pas tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux à qui ça va plaire. Enfin, plaire, c'est déjà un mot un peu problématique, je pense. Mais toucher, je préfère. Vous vous sentez touché, vous vous sentez concerné, vous vous sentez interpellé. C'est plus fort que simplement « ça me plaît ». Alors... Mais ça, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est un phénomène historique. Et si je disais, je suis d'accord avec Greenberg pour dire que Manet est le premier peintre moderniste, pas seulement moderne, mais moderniste, et que j'ajoutais, à mon avis, c'est pas le premier, c'est le seul qui a compris que dans des conditions historiques particulières qui sont plus les nôtres, mais les conditions du salon en France, à Paris, au XIXe siècle, un salon contrôlé par le jury, complètement, un jury qui a tout pouvoir, qui change,
Les jurys changent, chaque année ça change. C'est pas toujours le même goût qui triomphe, mais le jury a tout pouvoir de décider de la carrière d'un artiste. Vous vous rendez pas compte, au XIXe siècle, en France, vous ne pouviez pas faire une carrière d'artiste si vous n'étiez pas sélectionné par le jury du salon. Les galeries d'art, pour peu qu'il y en avait, dépendaient et ne défendaient que les artistes qui avaient déjà passé le cap du jury du salon. Et donc Manet comprend quelque chose que les autres ne comprennent pas, c'est que il ne sait plus à qui il s'adresse, par conséquent c'est le tableau qui va le lui dire. C'est d'ailleurs, Soulages disait pratiquement la même chose dans la citation que vous avez faite tout au début. Je ne la connais plus par cœur, mais dites-la, rappelez-la nous. Je ne la connais pas par cœur non plus. Je ne cherche pas. Oui, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Ceci dit, c'est une citation qui pourrait être endossée par beaucoup d'artistes de cette génération, avec justement les recherches de matière, la rupture de la guerre, le développement de certaines avant-gardes et tout ça. Mais bon, oui, c'est vrai. Mais donc, pour retourner à votre question, pardonnez-moi, je suis historien, donc je vais mettre au point deux, trois petits repères. Avant la modernité, ce que vous aviez appelé la modernité, c'est-à-dire au fond avant le XIXe siècle, les peintres savaient pour qui ils travaillaient. Soit le roi leur commandait un tableau, soit un prince leur commandait un tableau, soit l'Église leur commandait un tableau, et comme Baxandal, que vous avez évoqué, disait, il y a dans certains cas, le contrat stipulait qu'il fallait mettre autant de grammes de lapis lazuli dans le bleu pour autant d'argent, etc. Mais la peinture était réservée à une certaine classe, et les autres classes, ma foi, on ne s'en occupait pas. Avec la modernité, pour des raisons nombreuses que vous comprenez aussi bien que moi, en particulier les changements politiques qui amènent un idéal de démocratie, je ne dis pas une réalité de démocratie, mais un idéal de démocratie, on veut s'adresser à tout le monde et surtout au salon, pour des raisons encore plus compliquées, tout le monde y va. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne sait pas. Mais vous savez qu'un salon vers le milieu du XIXe siècle à Paris, le salon drainait plus d'1 million de spectateurs. 1 million de spectateurs, il y a 900 000 habitants à Paris en 1850. Ça veut dire que tous les Parisiens, statistiquement parlant, ont vu l'exposition. Forcément que vous avez des gens qui appartiennent à toutes les classes sociales et qui vont au salon. Donc le salon était, au XIXe siècle, comme la télé aujourd'hui, un art de masse, ce qui ne veut pas dire que les gens comprenaient, que les gens avaient la culture nécessaire. Donc les peintres, et là je reviens vers vous, et pardonnez-moi si je suis un peu pédagogue et pédant, mais les peintres doivent choisir. Genre, voilà, Zola dit... En 1875, parlant du salon, j'ai vu des bourgeois, des ouvriers et même des paysans parmi le public du salon. Donc si vous êtes peintre et que vous voulez faire carrière, parce qu'il s'agit quand même de vendre des tableaux, vous devez vous demander, est-ce que je vais peindre pour les bourgeois, est-ce que je vais peindre pour les ouvriers ou est-ce que je vais peindre pour les paysans ? Et quand vous regardez, vous n'avez qu'à aller au musée d'Orsay et vous allez voir qu'il y a de la peinture pour paysans. Rosa Bonheur peint pour les paysans, riches évidemment, hein, et d'autres comme ça. Et il y en a d'autres qui voudraient bien, en tout cas ça c'était un idéal socialiste, je dirais, voulait peindre pour la classe ouvrière des gens comme Pils, comme Antigna et surtout comme Courbet, pour prendre quelqu'un de grand talent. Et Manet fait quelque chose de très étrange. Il dit « je ne sais pas et je ne veux pas savoir pour qui je peins ». Et il s'adresse à la toile tant qu'il est au travail. Et à un moment donné, il adresse la toile finie à un public indéterminé. Et c'est là que le modernisme en peinture démarre. Et à partir de là,
on a cette tradition, je dirais, qui est que le peintre s'adresse à son médium comme si le médium était une personne, comme si la toile pouvait vous répondre. Mais je crois que j'ai parlé beaucoup trop déjà. Est-ce que la réponse vous va? Oui? Non? La réponse, c'est pas une réponse, c'est une question que je vous renvoie. Alors, aujourd'hui, où en est-on? Ou bien ce modernisme-là continue, et Martuerie est vraiment témoigne d'une génération pour laquelle cette continuation prend une tournure que j'appelais tragique, c'est-à-dire que ça devient une question de vie ou de mort du peintre et de la peinture, ou bien au contraire, on se réconcilie avec une société qui vise un public et qui cible un public. Je fais une peinture pour ceux qui l'achètent, pour ce goût-là ou pour ce goût-là ou pour ce goût-là. Chacun juge maintenant, et moi j'ai mes opinions, mais enfin on pourrait très bien en avoir une autre. Surtout que... Ouais, ça suffit. Ah, il y a une autre question. Là, il marche. En fait, ça m'interpelle parce que vous parlez au début du modernisme, des ouvriers, des paysans, de tous ces gens qui vont voir ces expositions. Et aujourd'hui, la question qu'ils posent, je pense qu'elle est très importante parce que ça n'existe plus du tout et que même si l'œuvre s'adresse à elle-même, le public qu'elle va concerner, il est très moindre. Et très moindre. Loin. Mais c'est pas vrai. Mais vous savez qu'on est dans une école d'art et qu'à côté, 80 voire plus % des gens ne savent pas ce que c'est, ce qu'on y fait. Moi, quand je dis à quelqu'un, je suis dans une école d'art, on me dit ah oui, tu dessines. Et c'est beaucoup de gens qui ont quand même, qui sont très loin de ce monde-là, quoi. Mais le malentendu entre vous et moi, c'est le suivant. Le public n'est pas moindre quantitativement et ni qualitativement non plus. Les ouvriers, les paysans et les bourgeois d'ailleurs, qui allaient au salon, il ne faut pas croire qu'ils étaient tous experts en peinture. Loin de là. Or, aujourd'hui, hier par exemple, c'était hier ? Oui, hier matin, avant de prendre mon train, je suis allé voir la Fondation Pinault à Paris, qui est un nouveau... Et c'était plein de monde. Et plein de monde à qui je ne suppose pas du tout une connaissance particulière de l'art contemporain. Donc, d'une certaine façon, on ne sait pas pour qui on travaille, mais le public n'est pas absent. Et si j'étais vous, je serais assez content qu'il y ait du public. Moi, j'ai une anecdote, c'est quand on a ouvert le musée, j'ai fait, alors, par expérience et puis par goût, puis par histoire familiale, moi je pense pas qu'il y a un public, il y a des publics. Alors, quand il y a des publics, c'est des gens extrêmement variés. Et d'abord, c'est pas parce que, il faut surtout pas se plaindre, c'est pas parce que les gens ne savent pas ce que vous faites que pour autant ils s'y intéressent pas. Et je dirais même en plus que ça doit être une stimulation pour justement les faire accéder à ce que vous faites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai fait beaucoup de visites quand j'ai ouvert le musée Soulages, parce que je dis, ouais, l'Aveyron, c'est une bande de pecnos, hein, c'est un peu comme à Limoges, hein. C'est peut-être même pire, hein. Ouais, et donc c'est des gros paysans, quoi, et c'est un département rural. Donc quand le musée a été créé, on sort un peu du sujet, mais moi ça me semble intéressant. Quand le musée a été créé, on disait il y aurait 40 000 visiteurs par an. Il y en a à peu près 140 000, 150 000 par an. Mais alors, le truc qui m'a complètement sidéré, parce que c'est pas du tout mon karma, j'ai fait des visites, par exemple, pour des sociétés de chasse.
C'est fantastique quand même. Donc il faut jamais avoir d'avis sur ce que les gens peuvent penser et ce qui peut les intéresser. Et ce que dit Thierry, c'est très important. Alors on va rebondir encore, c'est qu'en fait, il y a du conformisme bourgeois qui fait que les gens n'iront pas voir des expositions à Limoges, mais ils iront les voir à Paris parce qu'on en a parlé, etc. Et c'est normal. Après tout, c'est du domaine de la curiosité. Mais, comment dire, il y a aussi une évolution très forte des publics qui fait que, par exemple, je ne sais pas, les deux expositions, il n'y a pas que celle-ci, mais il y a deux très grandes expositions qui ont marché formidablement bien au Centre Pompidou, c'est Kandinsky. C'était il y a combien, 20 ans à peu près, hein, c'est ça, 700 000, 800 000 visiteurs, ce qui est énorme, même au Centre Pompidou, et Soulages, à peu près 600 000 visiteurs, avec 3 semaines de grève. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les gens, et quand je dis les gens, c'est les publics, les gens commencent à comprendre, par exemple, qu'il y a différents types d'art, par exemple, ça peut s'appliquer à tout, hein, à la musique, à tout, que c'est pas, par exemple, l'art abstrait était, je dirais, moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme conneries, quoi. Je veux dire, mais j'en ai moins entendu, par exemple, quand j'étais au Sable d'Olonne, où là, j'avais Gaston Chessac, et j'avais des institutrices que j'entendais dire à leurs enfants que Gaston Chessac, ils auraient pu le faire, quoi. J'entendais ça parce que mon bureau était à côté. Donc, ça veut dire que votre boulot à vous, et le nôtre, à nous tous, c'est justement d'intéresser les gens, de produire des choses qui non pas se mettent à leur niveau, mais les accompagner. Et je trouve ça extrêmement important. Donc, c'est pas parce que, à première vue, les gens ne semblent pas s'intéresser à ce que vous faites que pour autant c'est pas intéressant et qu'ils vont pas aller vers vous, hein. Moi, j'y crois pas, ça. C'est notre boulot, mais c'est peut-être pas le vôtre si vous êtes artiste. Parce que du coup, ça rejoint le... Est-ce qu'on le fait pour aller vers les gens aussi? Est-ce que quelque part, il y a besoin d'adapter? Parce que si on adapte, on sort complètement du... Ça dépend, c'est pas une dichotomie radicale, hein. J'ai simplifié. Surtout que parmi vous, il doit y avoir des étudiants en design, et que quand vous faites du design, vous avez un commanditaire. Vous avez quelqu'un qui... Vous savez pour qui vous travaillez. Et la frontière entre art et design, elle est fluctuante aujourd'hui. Je voulais rebondir un tout petit peu. Vous parliez de l'exposition que vous aviez vue hier, avant-hier, à Paris. Et je voulais revenir au thème de notre journée. On n'a parlé que de peinture abstraite là aujourd'hui, mais il n'y a pas que la peinture abstraite qui traite de couleurs, il y a la peinture figurative aussi. Et justement, si vous voulez nourrir un peu votre regard en ce moment au centre Georges Pompidou, et là aussi il y a énormément de monde, il y a Georgia O'Keeffe, et là pour la couleur vous allez être servi. Je pense que c'est très important aussi de nourrir votre regard, et voilà, un conseil. D'ailleurs, en même temps, il y a Joseph Albers, qui est vraiment aussi très très intéressant dans un style tout à fait différent, mais au niveau des recherches. Et Annie, oui. Je vous propose maintenant qu'on se dirige vers la galerie et voir les œuvres en vrai.